vos arrière-petits-enfants? Oh, mais ils sont bien plus heureux que je n'ai pas été. Jamais. Toujours cette question, ces remarques là, de mon temps c'était pas comme ça, c'est absolument faux. L'onde de la transition. Les gens sont bien tous plus heureux maintenant qu'on n'était pas autrefois. C'est un éternel recommencement de toute façon. Et puis comme j'ai entendu dire à mes parents, avant c'était encore pire. Un podcast d'Indie Hosters. Indie Hosters est un collectif qui porte un regard soucieux et sensible aux enjeux de l'époque. En proposant des solutions éthiques pour une transition numérique, il découvre des projets passionnants et des personnes engagées. L'onde de la transition est l'espace pour les valoriser. Aujourd'hui, nous sommes avec Marion Greffly, une des 4 fondatrices de Télécope. Stanislas, Denis, Emmanuel, Martin, Bertrand. En l'an 2000, vous aurez 35 ans. Croyez-vous que le téléphone fera toujours partie de votre vie? Oui, certainement. Oui, parce que... Oui, vous pensez que c'est utile? Oui. Pouvez-vous supposer comment il fonctionnera? Il aura beaucoup changé. Il aura changé. Ça sera pas du tout Beaucoup pareil. changé. Oui, et puis ça sera moderne. Bien. Eh ben, je vous propose d'anticiper d'une vingtaine d'années. Avec ou sans fil, avec ou sans musique, avec image ou adresse internet, le téléphone devient maintenant l'objet centre du monde et promet, nous dit-on, une civilisation nouvelle. Marion Greffly, vous êtes l'une des 4 citoyens et citoyennes qui ont fondé en avril 2020 Télécope, une coopérative de télécommunications. Avec Pierre Paco, Anne Barbarin, Julien Noé, vous avez eu l'envie de proposer une alternative dans l'offre du marché des télécoms. Pourquoi ? On est parti d'un constat, celui effectivement que le numérique a des impacts environnementaux qui sont très forts. Parce qu'aujourd'hui, c'est 4% des gaz à effet de serre au niveau mondial et ça pourrait passer à 8% en 2025. Donc c'est concrètement un doublement des gaz à effet de serre pour le numérique. C'est le premier constat qu'on a fait. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est que finalement l'opérateur télécom, c'est la porte d'entrée finalement vers le numérique. Et c'était important que finalement un acteur puisse se positionner sur les notions de transition écologique sur le numérique, puisque finalement c'est, comme je disais, c'est la porte d'entrée. Donc on a besoin aussi de pouvoir réfléchir et construire un modèle d'opérateur télécom qui permette de construire une vision soutenable du numérique. Et l'autre constat qu'on a fait, c'est aussi cette notion d'impact sociétal et de manière plus globale sociale du numérique. Pour donner un exemple, par exemple, on prend son téléphone plus de 200 fois par jour, donc c'est énorme en fait, finalement c'est ce lien qu'on a avec ces petits appareils électroniques et au-delà de ça il y a aussi aujourd'hui des entreprises que sont les GAFAM qui prennent une place prépondérante en fait sur ce secteur d'activité avec finalement toutes les restrictions sur les libertés que ça peut donner et aussi l'usage de nos données personnelles. Donc c'est un autre constat qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit qu'en fait un opérateur télécom ça pouvait être aujourd'hui aussi intéressant de pouvoir définir et puis construire une autre vision justement de ce que c'est qu'un opérateur télécom, notamment par rapport au respect de nos données personnelles et de manière générale finalement à la façon dont on peut utiliser des outils qui sont différents et qui ne sont pas ceux justement proposés par les GAFAM pour faire tourner une entreprise coopérative. Et du coup, le dernier constat qu'on a fait là-dessus, c'est aussi que le numérique est tellement important dans notre vie, mais on s'est aussi rendu compte que c'était souvent une transition numérique un peu subie, en fait, par les citoyens, parce que c'est des grands bouleversements technologiques auxquels souvent on n'est pas habitué, on n'est pas préparé, ça va très vite, on a toujours l'impression d'être dépassé. Et on s'est dit que finalement, on subissait un peu finalement aussi le numérique tel qu'il était en train d'être déployé quelque part. Et c'est pour ça qu'on a voulu réfléchir aussi à une notion plutôt de réappropriation citoyenne, et c'est pour ça que la coopérative, le modèle coopératif, c'est hyper intéressant pour ça, parce qu'on est une entreprise de télécom qui appartenons à ces sociétaires, donc en fait des gens comme vous et moi qui se disent qu'en fait ils ont envie de participer à une aventure collective, et ça permet en fait de pouvoir co-construire un opérateur qui est à l'image finalement de ces sociétaires, et ça c'est hyper important parce que ça permet de se réapproprier ce que c'est que le numérique, mais ça permet aussi de pouvoir réfléchir à ce qu'on a envie d'en faire en fait. Et c'est pour ça que finalement Télécope est né, aussi bien sur ces enjeux environnementaux que sociétaux, que sociaux, parce qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais il y a aussi des enjeux sociaux qui sont hyper importants, et bien sûr autour de finalement ces réappropriations de sa vie privée et de ses usages de manière générale. Très belle entrée en matière qu'on va déplier au fur et à mesure de mes questions. Justement, vous avez créé Télécope sous le statut des SIC. Quel est ce statut et pourquoi avoir choisi de s'organiser de cette manière ?
Alors une SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, donc c'est un type de coopérative, puisqu'il y en a d'autres qui existent. Et la différence, c'est que en fait, c'est une entreprise, comme je disais, qui appartient à ses sociétaires, mais surtout qui construit sur un principe de gouvernance partagée, c'est-à-dire que les sociétaires de base, ils ont un droit de vote lors de l'Assemblée générale, c'est-à-dire sur le principe de une personne est égale à une voix, donc on ne vote pas en fonction du capital, on vote en fonction de son appartenance à ces groupes de sociétaires, parce qu'on a décidé de pouvoir acquérir une part sociale, par exemple. Et la logique, en fait, c'est de se dire que c'est un modèle qui est très démocratique, déjà de principe, et nous, on essaye d'aller encore plus loin, c'est-à-dire on essaye de monter des concertations auxquelles on invite nos sociétaires pour réfléchir sur les services de la coopérative, mais aussi pour réfléchir sur ses prises de position, sur ces questions de numérique responsable, qu'est-ce qu'on va défendre en fait comme vision de numérique, et ça on le co-construit en fait avec nos sociétaires. Et de manière générale, on essaye que notre coopérative soit la plus ouverte possible justement à ça. Si c'est le cas, typiquement il y a un de nos sociétaires qui voudrait monter une proposition de réparation de mobile dans sa région, et bien on lui dit très bien, faisons-le ensemble avec ce que nous on a déjà comme outil, mais on va t'aider à le développer. C'est vraiment ces notions de réappropriation et puis de laboratoire en fait quelque part, qui du coup nous donne une liberté très importante. Donc ça c'est la première notion, c'est gouvernance partagée. Et le deuxième point qui fait partie de nos statuts, c'est aussi le principe de la lucrativité limitée. C'est-à-dire que en fait, alors déjà moi en tant que cofondatrice, l'entreprise m'appartient pas plus à moi que aux autres sociétaires, donc on s'enrichira pas sur la vente d'une entreprise en fait concrètement. Et au-delà de ça, c'est aussi le fait que dans nos statuts, on a entériné le fait que les 2/3 des bénéfices qui sont dégagés par l'entreprise sont conservés dans l'entreprise pour servir ses statuts, et nous en particulier pour les enjeux environnementaux et sociétaux. Donc c'est ce qui est inscrit dans nos statuts. Et ça donne une liberté énorme, puisqu'en fait notre premier objectif c'est pas le profit. Notre premier objectif, c'est les notions d'impact environnemental et d'impact social. Et ça fait que on se permet beaucoup de choses, en fait. On se permet beaucoup de choses. Donc, par exemple, on développe un service client qui est basé en France et au-delà de ça, qui prend le temps d'accompagner ses abonnés dans leur usage numérique. Nous, on n'a pas d'objectif au nombre d'appels qu'on prend ou au nombre d'appels qu'on passe. Non, le but, c'est juste de pouvoir rendre service et de pouvoir avoir un service client à visage humain. Mais ça est rendu possible parce qu'on est très indépendant d'une notion de bénéfice, quoi, quelque part. On doit être profitable, on doit être rentable, puisque forcément, c'est ça qui va construire l'avenir de l'entreprise, mais jusqu'à un certain point. Ça va sonner. Vous décrochez et vous pouvez lui parler. Coopérer, créer ensemble des solutions vers une transition numérique plus sobre et plus responsable, vous l'envisagez en s'inscrivant dans un écosystème collectif. Je pense au réseau Licorne, je pense au collectif Fairtech. Est-ce que vous pouvez nous présenter la raison d'être de ces collectifs et la nécessité pour vous de s'inscrire dedans ? Oui, alors je commencerai peut-être par la nécessité pour nous, parce que finalement ça débouche sur ce que sont ces collectifs. La raison principale pourquoi chez Télécope on le fait, c'est parce qu'en fait on pense de manière générale qu'on doit pouvoir se lier à d'autres qui pensent comme nous, ou en tout cas de manière totalitaire. Le but c'est pas qu'on pense tous pareil, mais enfin en tout cas qui ont les mêmes objectifs d'un point de vue environnemental et d'un point de vue social, pour pouvoir faire système et puis pour avoir un vrai impact en fait sur cette transition qu'on appelle de nos voeux. Donc la notion de collectif, on la retrouve déjà dans la SIC en tant que telle, et dans le fait que on essaye de se lier très rapidement, on essaie de se lier à d'autres en fait, pour pouvoir peser plus fort, pour pouvoir avoir un impact plus fort, d'autant plus que on est tout jeune en fait, donc c'était hyper important qu'on puisse se mettre en réseau très vite. Donc ça c'est déjà aussi, c'est la raison pour laquelle on s'est lancé là-dedans, et vraiment l'essence même de la chose, je dirais. Allô ? C'est monsieur Dan. Emmanuel est en week-end chez ses parents qui possèdent un visiophone. En appelant de chez eux, il peut voir ses correspondants. Bon, je te vois là. Ouais. Tu me vois bien là ? Ouais. Je suis bien cadré ? Non, approche-toi un peu plus par là. Par là ? Ouais. Attends, je vais passer un document pour voir. D'accord. Là, je vois le document. C'est un espèce de plan central de rattachement. Et en fait, les deux collectifs effectivement qu'on a montés, c'est finalement sur nos deux histoires un peu parallèles. Première, c'est celle de l'histoire coopérative. Le collectif des Licornes, c'est un collectif de 9 SIC qui finalement représentent des alternatives durables et soutenables d'un point de vue et qui sont sur un statut coopératif sur l'ensemble des besoins que peuvent avoir nos citoyens. Donc on va aussi bien sur la mobilité, donc sur la mobilité partagée avec Mobicop, sur la mobilité par le rail avec Railcop, mais aussi avec
avec des coopératives comme Enercop qui défendent justement les énergies renouvelables, la banque éthique avec la NEF. Voilà, en fait, on est présent un peu sur l'ensemble des besoins qu'on pourrait avoir en tant que concitoyen. Et en fait, il manquait quelque part la brique télécom. Donc en fait, on s'est naturellement inscrit dans ce collectif-là parce que c'était finalement un bon moyen de construire un écosystème qui soit complet autour des télécoms et qui propose vraiment des alternatives sur tous les besoins. Donc ça, c'est les premières histoires. Et notre but, nous, c'est vraiment, au sein des licornes, c'est de montrer qu'on a le pouvoir de changer radicalement l'économie. Et je pense qu'il y a une sorte de radicalité aussi dans ce qu'on veut affirmer. On est capable, en fait, d'imaginer un autre modèle. C'est tout à fait possible, c'est à notre portée. En plus, le statut de SIC, pour ça, il est fantastique, parce qu'on ne travaille pas du tout sur les mêmes notions, on ne va pas chercher les mêmes objectifs. Comme je disais, les notions de créativité limitée, de gouvernance partagée, c'est quand même quelque chose qui nous donne à la fois une liberté énorme et qui, en même temps, est plein d'espoir, parce que ça veut dire qu'on permet à chacun de se réapproprier tous ces enjeux. Et aussi parce qu'on crée un collectif. Et je pense qu'on en a besoin aujourd'hui, très fortement, de recréer ces collectifs sur ces enjeux-là, et ça permet de créer aussi quelque part, je pense, des nouveaux imaginaires pour ce que c'est que la transition écologique, la transition sociale. On la fera pas seule dans notre coin, on la fera avec d'autres, en fait. Et ces entreprises-là, parce que c'est inscrit au cœur de leur statut, elles permettent ça. Tout cela est très pratique, mais il y a mieux encore. C'est le domaine que nous offrent les ordinateurs. Car évidemment, il fallait s'y attendre. En l'an 2000, les ordinateurs écrivent et parlent. Donc les licornes, c'est déjà un projet fantastique et tellement content d'être à bord de ça. Et il y a l'autre sujet qui est sur le numérique responsable, qui est un peu la deuxième histoire aussi de Télécop quelque part, qui dans ce cadre-là, c'est plutôt sur les notions de comment est-ce qu'on fait pour aider finalement les citoyens, encore une fois, à avoir une démarche responsable, globale, on va dire, sur l'ensemble du usage mobile. Donc on est parti du téléphone, donc en l'occurrence le Fairphone, en passant par le système d'exploitation, en l'occurrence, qui est un système d'exploitation libre et open source, et donc qui à la fois protège bien sûr de la vie privée de ses utilisateurs, et aussi lutte contre l'obsolescence du logiciel, puisqu'en fait c'est des systèmes d'exploitation qui sont plus légers, qui sont aussi plus robustes, mais aussi qui pâtissent moins en fait des mises à jour, etc. Donc on peut continuer à mieux utiliser son téléphone plus longtemps. Et ensuite donc il y a Common, qui est une coopérative qui loue en fait du matériel électronique, donc notamment du Fairphone, mais ils font aussi des ordinateurs, etc. Mais globalement, la logique, c'est plutôt de dire, passons plutôt à l'économie de la fonctionnalité, au lieu de posséder, mettons en commun, et en fait, partons sur un principe de location, parce qu'en fait, le principe de location, il permet d'avoir une maintenance, en fait, de son appareil, et du coup, de le garder le plus longtemps possible. Acheter à quelqu'un j'allais dire un téléphone, c'est pas la même chose que de le louer, parce que le louer, pour la coopérative qui le loue, son intérêt c'est que vous puissiez le garder le plus longtemps possible, parce qu'en fait ils sont intéressés à ça concrètement. Et ensuite il y a Télécop, qui nous en fait effectivement on est coopératif, mais dont le principe est surtout dans la question du numérique responsable de mettre en avant l'impact environnemental et social du numérique, et pour ça on a monté un abonnement mobile qui se découpe en deux parties, où il y a une partie fixe pour les appels et SMS en France métropolitaine. Et ensuite, surtout, on facture à la donnée mobile qui est réellement consommée, donc au giga de données mobiles réellement consommées, pour se dire, est-ce qu'on a besoin de forfaits gigantesques à 30, 50, 100 gigas, quand en fait, les Français en moyenne en consomment entre 3 et 4. Donc ça pose quand même aussi des questions sur le fait d'être encouragé constamment un peu à la mobilité, ou aux usages un peu effrénés sur nos mobiles. Donc voilà, donc c'est un peu l'histoire là, en tout cas des deux collectifs aujourd'hui. Et la façon dont on a cherché, nous, à toujours se mettre en réseau très vite pour pouvoir à la fois exister, parce qu'on était petits et on a besoin de grandir, mais surtout pour pouvoir montrer que notre histoire, elle est liée à d'autres. Parce que c'est comme ça qu'effectivement on fera système et qu'on pourra avoir un vrai impact sur les choses. Justement, vous poussez la cohérence très loin, en tout cas jusque là où vous pouvez, et notamment en s'affranchissant des outils numériques proposés par les GAFAM, comme vous l'avez expliqué, dans votre environnement de travail et au sein de votre organisation. Comment vous y arrivez ? Et est-ce que c'est important du coup pour vous à chaque fois de chercher l'alternative éthique et responsable, même dans les choix de vos outils au quotidien ? Je dirais que c'est fondamental. Ça fait vraiment partie de la façon dont on a réfléchi Télécop. Je dis pas qu'on y arrive toujours,
Il y a des fois où c'est compliqué de trouver l'outil qui remplisse tous nos critères, etc. Parce qu'il y a quand même aussi des enjeux économiques, on reste une petite structure, donc il y a plein de moments où on aimerait pouvoir se lancer dans quelque chose, mais en fait c'est compliqué parce que ça nous demande beaucoup de frais de développement, alors qu'on n'a pas encore ces moyens-là. Donc il y a aussi cet enjeu économique qui est obligé d'être présent en tout cas dans nos décisions. Ce qu'on voulait surtout prouver, c'est que avec des outils libres, des outils open source, on est tout à fait capable de gérer, de développer une entreprise. On ne l'a pas encore fait sur tout, bien sûr, et il y a encore des choses qui sont encore dans notre réflexion sur comment est-ce qu'on y arrive. Je pense par exemple à nos outils de CRM, on voudrait aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, etc. Donc on est en train de le faire. Mais c'est ça qui est hyper intéressant en fait aussi, parce que quelque part, par notre réflexion-là, on cherche à s'affranchir en fait, des normes, et on cherche aussi à s'affranchir de modèles qui veulent pas vraiment notre bien en fait. C'est un peu ça aussi, je pense, la logique. Je pense que quand on regarde le modèle économique des GAFAM, quand on dit quand c'est gratuit, c'est toi le produit, c'est quand même pas pour rien en fait. Il y a quand même ce besoin de contrepoids en fait, de juste pouvoir dire on n'a pas besoin de travailler uniquement avec ces outils-là, on peut prouver que c'est possible différemment. Et c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Donc voilà, effectivement on essaie de pousser nos engagements là-dessus au maximum. Et en même temps c'est passionnant parce que c'est plein de rencontres fantastique avec des gens qui essayent de monter des alternatives et nous on essaye à notre niveau à la fois de l'utiliser aussi bien sûr comme on le disait dans nos opérations, mais aussi de pouvoir en parler à nos sociétaires, à nos abonnés, parce qu'en fait on se voit aussi comme des passeurs, on ne pense pas qu'on est des experts de toutes ces questions-là, mais on se voit quand même comme des passeurs d'informations. On se dit nous on l'a essayé, ça a fonctionné, tiens, est-ce que toi tu t'essaierais pas de le faire aussi dans tes usages? Donc c'est là où c'est important de pouvoir, encore une fois, faire jouer le collectif et se rapprocher de gens dont c'est le métier, qui peuvent nous aider en fait dans cette logique-là. Mais le futur très immédiat, c'est ce téléphone Minitel qui permet, sans avoir d'ordinateur à la maison, de surfer sur Internet. Pour se connecter, une simple touche, et vous êtes, par exemple, sur le site de France 2. Pour consulter le Minitel ou envoyer du courrier électronique, aussi simple, il suffit de taper sur le clavier du téléphone. Marion Greffly, vous êtes diplômée d'une école de commerce et vous avez démarré votre carrière dans le secteur prospère de l'agroalimentaire. Vous avez pu développer une expertise dans le marketing digital notamment. À quel moment le déclic est arrivé pour vous? Le besoin d'orienter du coup votre carrière vers des choix plus engagés, en phase avec les enjeux de l'époque? Je pense que le déclic, je l'ai eu pendant mes études, quand j'ai découvert en fait l'entrepreneuriat social, et donc le fait de finalement construire et développer des entreprises, des associations pour résoudre les enjeux de la transition écologique et sociale. Donc ça fait plus de 10 ans, mais moi j'avais l'impression que j'étais pas prête, que l'entrepreneuriat c'était quand même un monde sur lequel il fallait être suffisamment solide, costaud, sûr de ce qu'on allait faire, etc. Donc je considérais juste que j'étais pas prête. Donc effectivement je suis allée faire un tour dans l'agroalimentaire, surtout pour ça, pour me construire en fait une expérience, en me disant que c'était un monde effectivement pas facile, mais j'ai quand même choisi une entreprise familiale qui travaillait avec des valeurs assez fortes quand même. Dans l'agroalimentaire c'était quand même pas si fréquent, et c'est comme ça aussi que j'ai construit ma réflexion en me disant je vais commencer par me faire de l'expérience et ensuite j'irai me frotter vraiment à l'entrepreneuriat social. Et c'est ce que j'ai fait. Après j'ai fait un programme de transition de carrière qui s'appelle le programme On Purpose, et ça a été passionnant parce que j'ai à la fois rencontré des gens avec qui aujourd'hui je travaille. Moi ce que j'ai cherché, c'est encore une fois, c'est un collectif, c'est une mise en réseau, c'est dire en fait il y a d'autres gens qui pensent comme moi, qui pensent qu'on peut trouver des solutions, génial, allons les chercher et faisons quelque chose avec eux. Et après, j'ai découvert le monde des coopératives, du coup, et j'ai trouvé que c'était finalement, de mon point de vue en tout cas, la façon la plus aboutie, en fait, de travailler sur la transition écologique et sociale, parce qu'il y a cette notion démocratique qui est là en plus. Et qui en fait qui est là en plus, mais qui est pas juste la cerise sur le gâteau en fait, qui permet de, à mon avis, lier tout ça. Donc voilà, donc c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le monde des coopératives. C'est Pierre Paco qui a commencé à travailler sur le projet de Télécope et qui cherchait justement des personnes avec lesquelles s'engager, et donc j'ai rejoint le bateau. Mais voilà, donc c'est un peu comme ça où je suis arrivée en tout cas à parler des télécoms sous format coopératif. Justement, Télécope aujourd'hui, c'est plus de 1500 abonnés et plus de 300 sociétaires après à peine un an d'existence. Comment vous voyez l'avenir? À moyen terme, il faut qu'on continue à grandir
sur vraiment notre offre, on va dire, d'abonnement mobile. C'est important à 2 niveaux. C'est important, bien sûr, pour l'équilibre économique de la structure. Et c'est aussi important pour prouver au grand public et aux institutions, de manière générale, qu'il y a un souhait de la part des citoyens de réfléchir au numérique autrement. Télécom, c'est un projet quand même de transformation, clairement, des télécoms, mais par l'exemple, on ne veut pas être des donneurs de leçons, on n'est pas une ONG qui va travailler vraiment sur du plaidoyer stricto sensu, c'est pas notre activité clé. Nous, elle est complémentaire à ça, au contraire. On va se dire, on va essayer de prouver par l'exemple que c'est possible. Mais pour ça, on a besoin de montrer que, on intéresse un grand nombre de personnes. Là, on est en train d'atteindre on a atteint les 1600 hier, c'était génial, et on était super contents. Mais voilà, le fait de pouvoir continuer comme ça à grandir, c'est hyper important. Et ensuite, la suite de l'avenir, en fait, veut être un opérateur télécom complet. Et notamment, on veut pouvoir proposer une offre de FAI, c'est le fournisseur d'accès à Internet, avec la logique de dire que si on veut travailler sur la transition écologique du numérique, il faut qu'on puisse proposer cette offre-là, parce qu'effectivement, c'est d'un point de vue énergétique et donc d'empreinte environnementale, c'est plus efficace d'aller vers ce type d'usage numérique. Donc c'est important qu'on le propose. Ça va être un levier aussi pour nous de travailler la notion de résilience en fait des télécoms, parce qu'on sait qu'on va quand même au-devant de gros enjeux dans la transition écologique et sociale, mais aussi potentiellement peut-être de chocs climatiques, peut-être du coup de chocs sociétaux, et de moments du coup où en fait les télécoms et le besoin de communiquer va être juste essentiel. Et aujourd'hui, on ne sait pas en fait si notre système il est suffisamment robuste pour tenir ces moments-là, ces chocs-là, etc. Donc c'est important, on pense, de pouvoir aller vers ces sujets-là quand on aura établi une première base, donc qui est autour de cette offre mobile, pour pouvoir aller aussi travailler sur un sujet qui nous est juste hyper important. C'est vraiment ces questions de résilience liées aussi à cette transition écologique et sociale. Donc c'est un peu comme ça qu'on voit l'avenir pour l'instant. Après, l'avenir, on le voit aussi avec nos sociétaires. Donc, on sait qu'on va le construire, on va co-construire ça avec eux. Donc, ce dont je parle là, peut-être que ça sera différent, ou peut-être que ça ne sera pas organisé de la même manière, ou voilà. Il y a encore plein de choses qui peuvent s'imaginer, mais enfin, en tout cas, nous, c'est vers là qu'on pense c'est important d'aller. Pour terminer, est-ce que vous auriez des lectures inspirantes justement à ces sujets que vous voudriez partager avec les auditeurs et auditrices ? Alors là, je ne suis pas une grande lectrice, je dois le dire. Alors moi, j'écoute beaucoup de podcasts plutôt, et parce que j'ai une culture orale, j'aime bien écouter. Pour moi, c'est important d'entendre les voix. Moi, j'aime beaucoup me replonger régulièrement dans l'histoire, en fait, parce que je trouve que c'est un peu ça doit être un guide. Ça va être un guide dans la façon dont on fonctionne. On dit souvent que c'est un éternel recommencement, mais c'est pas faux en fait. Et donc, moi, j'écoute beaucoup le podcast d'Affaires sensibles sur France Inter, parce que c'est des histoires de vie, en fait, c'est des histoires de personnes ou des histoires de conflits politiques. C'est hyper vaste, mais souvent, par le biais de ces histoires-là, en fait, c'est une façon d'envisager de manière beaucoup plus vaste l'époque en fait, dans laquelle on se trouve, ou le moment dans lequel cet épisode se passe. Et moi, j'aime bien en fait ces façons de prendre du recul en fait sur ce qui se passe, sur les événements qui nous entourent. Donc voilà ce que je pourrais recommander. C'était l'Onde de la Transition, un podcast d'Indie Hosters disponible sur toutes les plateformes d'écoute.